Dans le cadre de la causerie, l'émission d'avant-match de Radio Diagonale, consacrée cette semaine à la rencontre de Ligue 1 entre Dijon et Monaco, nous vous proposons sur notre chaîne YouTube l'intégralité de l'entretien avec Alexis Bibo, correspondant spécialisé football à Dijon pour l'équipe et l'AFP, mais qui collabore également avec des sites comme SoFoot ou JeuneAfrique.com. Une interview au cours de laquelle sera évoquée l'intersaison dijonnaise, son mercato mouvementé, mais aussi sur ce que l'on peut attendre de la part des adversaires de l'ASM sur la rencontre de demain. Bonne écoute à tous. Bonjour Alexis. Bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation pour cette émission d'avant-match et pour parler plus précisément donc, du Dijon Football Club. On va un petit peu revenir donc, sur cet adversaire, c'est un petit peu le but de ta présence à cette émission. Tout d'abord, première question, comment s'est déroulée un petit peu l'intersaison du côté dijonnais? Elle n'est pas terminée, mais elle est assez mouvementée. C'est-à-dire que Dijon a perdu plusieurs de ses titulaires. Pierre Listelou, qui est parti pas très loin de Monaco, Loïc Diony, le meilleur buteur de la saison dernière, qui a été vendu à Saint-Etienne. Alors, ces deux transferts ont rapporté, hors bonus, autour de 13 millions d'euros. Et il y a également d'autres joueurs qui sont partis, Jordan Loties, d'autres joueurs qui n'étaient pas forcément titulaires. Enfin, le DFCO a perdu 3 titaires. Il pourrait y avoir d'autres départs, mais qui ne concernent pas des joueurs, des titulaires. Baptiste Renel, gardien, a failli partir à Montpellier, mais finalement ça ne s'est pas fait. Le club continue de chercher des joueurs. Le mercato n'est pas terminé, puisqu'ils sont à la recherche d'un milieu défensif, d'un attaquant et éventuellement d'un défenseur central, puisque Wesley Lotoa s'est blessé très sérieusement la semaine dernière à Marseille. Et donc le DFCO a recruté 6 joueurs cet été dans toutes les lignes essentielles, enfin uniquement des joueurs de Ligue 1, hormis un jeune du Paris FC qui n'a aucune expérience à ce niveau. Mais voilà, c'est un mercato, on savait que ce sera assez animé, ça l'est, c'est pas encore terminé puisque on peut s'attendre encore à 5 ou 6 départs et à 2 ou 3 arrêts. Oui, effectivement, donc on a aussi des départs d'importance, notamment de Loïs Diony, qui a été un élément essentiel l'an dernier, Les Melou aussi, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements du côté de Dijon. Maintenant, au niveau du recrutement, on peut constater il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1, mine de rien, en tout cas qui connaissent le championnat de France. Ouais, c'est exactement le cas. Alors maintenant, ils ont tous une particularité, c'est que ce sont des joueurs qui n'ont pas énormément joué la saison dernière. Effectivement, ils viennent tous de Ligue 1. Alors, on peut mettre entre parenthèses Yambéré, qui a été prêté à Makashkala en Russie, puis à l'Apoel Nicosie à Chypre, donc il n'a pas joué en Ligue 1 la saison dernière, enfin qui était sous contrat avec Bordeaux. Mais ce sont tous des joueurs, sans exception, qui ont assez peu joué. Voilà, alors j'ai plus le détail en tête. Mais ils n'ont pas eu un gros temps de jeu. Alors, le DFCO était bien évidemment au courant. L'année dernière, ils avaient recruté un peu partout. Je regroupe le mercato d'été, le mercato d'hiver. J'avais recruté un joueur en Corée, un joueur en Hongrie, un joueur en Tunisie, un joueur en Grèce. Là, ils se sont plus focalisés sur des joueurs qui connaissent la Ligue 1, mais qui voilà n'ont pas eu un gros temps de jeu. Donc, ils cherchaient aussi des joueurs abordables financièrement, bien évidemment, parce qu'ils n'ont pas le budget du PSG. Et puis également animés, comme on dit, d'un certain esprit de revanche, je sais pas, mais enfin qui avait envie de faire une saison plus complète. Alors pour l'Ottawa, malheureusement, c'est mal parti, puisqu'il sera absent au minimum 3 mois, au maximum 6 mois. Et au niveau même de la préparation, en regardant d'un petit peu plus près les résultats des matchs amicaux, on se rend compte qu'il y a pas énormément de points positifs sur ce plan-là. Bah non, déjà, ils ont encaissé beaucoup de buts. C'était un peu le point faible de l'équipe l'an dernier. Je résume un peu pour ceux qui connaissent pas beaucoup Dijon. Voilà, c'est une équipe qui pratique un football relativement ouvert, qui ne bétonne pas, qui a marqué, qui avait la 7 ou 8e Ligue 1 l'an dernier. Mais par contre, au niveau de la défense, c'était beaucoup plus friable. Donc le principal chantier, c'était justement de recruter des défenseurs d'expérience. Alors la préparation n'a pas été une franche réussite de ce côté-là, puisqu'ils ont encaissé 10 buts, ils n'en ont marqué que 6. Ouais. Voilà, alors c'est-à-dire que leur point faible demeure, leur point fort semble s'être atténué. Maintenant, ce ne sont que des matchs de préparation. Mais bon, voilà, il fallait intégrer les nouveaux. Il y a des joueurs qui ont raté la préparation à cause
cause de blessures, comme des titulaires, comme Tavares, comme Abed, notamment. Shafik également a été gêné par une blessure à la cheville. Des arrivées, des départs. Bon, voilà, les résultats n'ont pas été extraordinaires lors des matchs amicaux. Ils ont pris une raclée contre Saint-Etienne 4-0, ce qui est jamais très bon pour le moral. Mais bon, je pense pas que ce soit une indication 100% fiable, les résultats de cet été. Ouais. D'ailleurs, vous disiez justement que que Dijon cherchait à recruter un peu plus sur des joueurs Ligue 1. On a l'impression, peut-être, il y avait Strasbourg donc dans les matchs amicaux qui s'est soldé par un 0-0. Il y a eu un match qui devait se jouer face à Metz qui a été finalement annulé en préparation. Peut-être que là aussi, ils ont cherché un petit peu à se jauger par rapport à ce qui semble peut-être a priori être des adversaires directs pour le maintien cette saison. Oui, puis ils cherchaient surtout des adversaires géographiquement pas trop éloignés, parce que l'an dernier, ils avaient beaucoup bougé, beaucoup voyagé, et ils s'en étaient un peu plein d'ailleurs. Donc, ils voulaient jouer, oui, essentiellement des clubs français. Il y avait aussi une piste avec un club espagnol ou belge, je sais plus, pour justement jouer le dernier match contre Strasbourg. Voilà, ils savent très bien dans quelle catégorie ils vont jouer. Dijon sera une équipe qui va chercher évidemment à se maintenir. La deuxième année, on dit souvent que c'est la plus délicate pour un promu. Bon, on verra. Hein. On a vu que pour Nancy, c'est la première année qui avait été la plus difficile l'an dernier. Donc voilà, ils ont affronté des adversaires finalement assez variés, des équipes de Ligue 2, et ils voulaient terminer effectivement par une équipe de Ligue 1 pour un peu plus en configuration championnat. Ouais. Et justement, donc le championnat a débuté la semaine dernière, et vous disiez que dans la préparation, Dijon a pas mal encaissé de buts, ce qui était le cas l'an dernier. Et là, malheureusement, ils n'ont pas forcément commencé par ce qui avait de plus simple non plus, puisque c'était un déplacement à Marseille, mais ils ont pris malheureusement une petite déculottée ce soir-là. Ouais, alors que bon, ils ont plutôt bien tenu enfin, ils ont bien figuré en première mi-temps, hein, puisqu'il y avait 0-0 à la pause. Faut pas occulter le fait qu'ils ont perdu l'Ottawa au bout de 7 minutes. Donc ça a désorganisé la défense. Et puis il n'est pas sorti sur un claquage, l'Ottawa. Il s'est fracturé le péroné, la cheville a été touchée. Donc c'est pas une blessure anodine. Je pense que dans l'esprit des joueurs aussi, ça peut avoir un impact. Donc ils ont fait une première mi-temps relativement correcte, hein, parce qu'en face c'était quand même l'OM. Bon, ensuite, malheureusement pour eux, ils sont un petit peu retombés dans leur travers de l'an dernier, c'est-à-dire qu'ils perdent un peu trop facilement le ballon. Il y a des problèmes au niveau de la concentration, ça c'est un gros problème. Je ne sais pas si c'est un mal dijonnais mais enfin, en tout cas, ça a perduré sur la première journée. Et puis bon, voilà, en face c'est Marseille, vous en prenez un deuxième, et puis voilà, ça devient de plus en plus difficile de revenir. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Le secteur offensif a pas mal bougé aussi. Saïd et Tavares qui jouaient la semaine dernière. Saïd et Jeannot qui jouaient la semaine dernière. En plus, ce ne sont pas des mecs à 10 ou 15 buts par saison, ça se saurait. Ils apprennent à se connaître. Voilà, il y a encore beaucoup d'automatisme. En manque de bol, bon, on commençait la saison à Marseille. On va poursuivre contre Monaco. Bon, évidemment, s'il y a des erreurs de concentration, s'il y a des trop de pertes de balles face à ce genre d'équipe, ça peut se payer cher, et ça s'est payé cher à Marseille. Au niveau de la composition, en tout cas du 11 qui pourrait être aligné, est-ce que Dalloglio referait confiance plus ou moins à l'équipe qu'il a pu aligner contre Marseille, ou est-ce qu'il y a des changements qui sont à prévoir, hormis l'Ottawa bien sûr qui lui est indisponible? Ouais. Oui, derrière, il va faire rentrer très probablement Fouad Chafik, l'international marocain, à la place de Valentin Rosier. Rosier, c'est un jeune joueur qui a 20 ans, qui a 4-5 matchs pro dans les jambes, donc et qui n'a pas été très à son avantage à Marseille, comme une partie de l'équipe d'ailleurs. Donc Chafik devrait rentrer. Bon, à l'absence de l'Ottawa, ce sera Lang ou Varro avec Yambéré, enfin, à choisir parmi les trois. Au milieu, je pense qu'il va titulariser Samaritano, qui déçoit peu, qui déçoit rarement même, hein, qui est vraiment un joueur assez régulier, puis qui avait d'ailleurs marqué contre l'ASM au match aller il y a 9 mois. Tout à fait. Voilà, je pense, je serais pas surpris qu'il titularise Balmont. On connaît Balmont, hein. Ouais. C'est un joueur de caractère en plus. De caractère, voilà. Donc après, il va pas tout bouleverser. Il a joué la semaine dernière en 4-4-2. Je pense qu'il va repartir dans un système identique. Après, je suis pas entraîneur et
Et la séance de ce matin était à huis clos, mais il y aura quelques changements, dus notamment à la blessure de Lozoa, un ou deux changements tactiques, mais enfin, il va pas tout bouleverser non plus. Ouais. Et d'ailleurs, justement, l'an dernier, en tout cas pour avoir vu le match, peut-être c'était votre cas aussi, mais on s'en souvient, Dalloglio avait un petit peu tendu quelques pièges à Jardim, hein, en modifiant aussi son système. Il a été passé en 3-4-3 à ce moment-là, et ça nous avait pas mal embêté. D'ailleurs, le match, malgré le but, l'ouverture du score de Monaco, avait été un peu à sens unique ensuite, et l'égalisation donc de Samaritano, comme vous l'évoquiez, était assez mérité au final. Hein. Mais durant la préparation, il a testé plusieurs systèmes, Dalloglio. Hein. Il a joué à 3, à 4, à 5 derrière. Enfin, il a utilisé beaucoup de systèmes. Il est revenu à quelque chose de plus classique à Marseille. Mais Dijon, c'est une équipe qui aime bien jouer contre les équipes comme Monaco, qui pratique, à mon sens, qui a pratiqué en tout cas la saison dernière le meilleur football de Ligue 1 et même un des meilleurs d'Europe. Donc c'est une équipe qui est relativement à l'aise face. Elle a pris des points contre Lyon, elle a pris des points contre Monaco, contre Marseille, contre Saint-Etienne, contre Bordeaux. Voilà, elle n'a pas pris de rouste contre les gros. Et je pense qu'à mon avis, connaissant la philosophie de jeu de Dalloglio, ils vont pas fermer le main, ils vont pas partir à la fleur au fusil non plus, parce que c'est tout sauf un abruti. Mais il va essayer de jouer, en tout cas. En fonction des circonstances, mais il essaiera de faire jouer son équipe. Oui. En tout cas, j'imagine que pour Dijon, on espérait sans doute un début de championnat un petit peu plus favorable que de commencer par Marseille et Monaco, j'imagine. Ouais, c'est peut-être ce que devait se dire Nice, et puis ils ont perdu hier contre 3, donc c'est vrai. Vous savez, oui, on se dit l'OM, Monaco, ce sont des équipes qui ont pas mal changé, le temps que les joueurs apprennent à mieux se connaître, les effectifs sont pas rodés, il y a encore des joueurs qui peuvent partir, d'autres qui peuvent arriver. Ouais, très bien, mais enfin non, il a un peu la gueule. Alors c'est bien pour les caisses du club dijonnais de jouer contre Monaco demain, mais enfin il a un peu la gueule quand le calendrier est sorti, évidemment. Parce que aux yeux des grands spécialistes du football, vous commencez par Marseille et Monaco, vous êtes à 0 au bout de 2 journées. Donc évidemment, peut-être qu'ils auraient préféré avoir un début de championnat un peu moins délicat. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas vraiment rodé, vous avez plus de chances de prendre des points contre Amiens ou Strasbourg que contre Marseille ou Monaco. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Mais bon, maintenant, c'est le calendrier. Voilà, il faut faire avec, comme on dit. Oui, voilà, oui. Et puis, ils s'adaptent. Hein. Peut-être qu'ils feront un résultat demain contre Monaco, et puis ça se passera mal à Rennes la semaine prochaine. Voilà. Ouais, c'est possible. En tout cas, merci Alexis pour toutes ces précieuses informations sur Dijon. Donc, merci de ta participation et je sais pas, en tout cas, si tu es aussi un fervent supporter de Dijon, mais en tout cas, on te souhaite. Non, je suis. C'est le club de ma ville, je suis dijonnais, donc évidemment, je préfère les voir en Ligue 1 qu'en Ligue 2, hein, c'est mieux. Mais oui, j'apprécie le club. En plus, c'est un club qui est relativement facile de travailler, tant avec les dirigeants qu'avec les joueurs ou l'entraîneur. Mais oui, je suis pas chauvin, j'aime beaucoup l'AS Monaco d'ailleurs. Oui, non, si c'est vrai, c'est un club pour lequel et j'aime bien Marseille aussi, donc bon. Mais non, je suis dijonnais, c'est bien, c'est vraiment bien d'avoir une équipe en Ligue 1. Et puis encore une fois, c'est un club vraiment qui a bien changé, qui est vraiment sympa, qui est relativement ouvert et il y a pas mal de clubs qui devraient s'inspirer justement de la façon de fonctionner du DFCO, parce que vraiment c'est je sais pas, il y a des clubs en France où pour avoir des interviews de joueurs c'est extrêmement délicat, et pas forcément dans les plus gros clubs. Vraiment ici à Dijon, c'est bien, c'est ouvert, c'est sympa, il y a quasiment aucun refus, et voilà. Ouais. Puis en plus, comme tu l'as dit, il y a un entraîneur qui a aussi des principes de jeu et qui a envie de faire jouer ses équipes. Oui. Donc ça rend le tout très sympathique, ouais. Oui, c'est clair, voilà, ça joue bien. Dalloglio est un type vraiment sympa, qui est intelligent en plus, qui est quelqu'un de relativement ouvert. Donc ouais, c'est toujours sympa d'aller dans un stade où vous avez la quasi-assurance de voir
voir du jeu, de voir un spectacle intéressant, et puis de bosser au quotidien avec des gens sympathiques et coopératifs, voilà, qui ne sont pas parano. C'est une maladie qui n'est pas contagieuse, mais qui se développe de plus en plus dans le foot. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Voilà. En tout cas, merci pour tout, Alexis. Et je sais pas si on peut te souhaiter un bon match, parce que c'est vrai que c'est la formule un petit peu consacrée aux supporters adverses. Mais voilà. En tout cas, on espère voir un match agréable, au moins. Voilà. Merci en tout cas. De rien, à bientôt. À bientôt.